espère que vous allez bien. Ce mois de novembre était plutôt chargé de notre côté. On était notamment à la conférence de clôture du podcast Mutante que nous avons lancé tout comme la newsletter et ce podcast pour célébrer les 15 ans du groupe Uni. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, le replay est disponible sur la chaîne YouTube de Causa. Et sur ce, je vous laisse découvrir ce nouveau podcast et vous donne rendez-vous le 15 décembre pour la dernière édition de 2024. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie et j'ai décidé d'intituler ce nouvel édito D2F espace 4 EVER, en d'autres termes, Direct to Fan Forever. Le Direct to Fan, D2F donc, ou le concept des superfans, nous est servi à toutes les sauces en ce moment, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose, parce que derrière le buzzword, le Direct to Fan, c'est la base de toute stratégie numérique qui se respecte. Elle ne peut porter ses fruits que si l'on s'intéresse vraiment à son public, qu'on lui témoigne toute la considération qu'il mérite, et ce, dans la durée. Donc en soi, rien de nouveau sous le soleil. J'en parle même depuis plus de 10 ans, aussi bien en formation et dans mon livre, qu'aux artistes accompagnés sur l'agence ou en conseil à l'heure, c'est vous dire. Sauf que depuis quelques mois, poussent comme des champignons de nouvelles plateformes dédiées au direct-to-fan et la construction d'une communauté forte autour de chaque artiste. Et ça fait quelque temps déjà que les majors, elles aussi, s'intéressent de près au phénomène, tout particulièrement chez Universal qui a lancé une plateforme test en Allemagne l'année dernière et plus récemment signé un deal sur 10 ans avec le sud-coréen Hybe, les fans de BTS connaîtront, deal qui comprend notamment un investissement dans Weverse, sa plateforme pour les superfans. Bref, c'est le nouveau filon d'or et tout le monde veut sa part du gâteau. Sauf que je suis toujours un tout petit peu appréhensive quand je vois un mot arriver sur toutes les lèvres et émerger comme le nouvel Eldorado de la musique. Avant, c'était pour régler la crise du disque. Aujourd'hui, on parle de nouveaux leviers de croissance. Mais le phénomène reste le même. Depuis bientôt 20 ans que je suis dans l'industrie, j'ai vu les obsessions se succéder les unes après les autres. Petit flashback. Jusqu'au milieu, voire la fin des années 2000, ces obsessions portaient sur un pan de la filière et sur les revenus qu'ils généraient. Donc, les compiles et les coffrets best-of, les sonneries mobiles, le live, la synchro ont tous eu leur moment de gloire, je vous rassure. Puis sont arrivés MySpace et l'Internet 2.0, comme on l'appelait à l'époque, et on a vu déferler des outils et technologies bouleversant la donne et sur lesquels toute l'industrie musicale s'est ruée, comptant fermement dessus pour ne pas louper le coche. Par ordre chronologique, nous avons donc eu les réseaux sociaux, puis le streaming, puis le live stream, effet Covid, puis le Web 3, mais la hype médiatique s'est effondrée aussi vite que FTX, pour en revenir aux réseaux sociaux, non sans dopage massif à la publicité, d'où Stop la gonflette, mon édito précédent. On constate au passage, mais sans surprise, que selon le récent rapport de Media Research, ce sont les labels indés qui dépensent le plus en publicité digitale et que la majorité d'entre eux, 85% tout de même, trouvent qu'il est de plus en plus difficile de faire émerger leurs artistes aujourd'hui. Mais revenons-en à l'alpha et l'oméga du moment, le direct-to-fan et les superfans. La seule différence avec les engouements précédents, on ne parle plus de technologie mais carrément de relations humaines. Alors, amplifiées à grande échelle par des plateformes, certes, mais bon, vous avez compris. Pourtant, rien n'a changé depuis MySpace, et le même réflexe de concentration est à l'œuvre, puisque chaque plateforme cherche à s'imposer comme le seul et véritable intermédiaire de confiance entre l'artiste et son public. Ce qui revient concrètement au final à désintermédier l'artiste de ses fans, toujours au nom du direct to fan, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et là, il y a comme un vrai paradoxe, un peu comme celui du pompier pyromane inversé. Parce que, malgré toutes les bonnes intentions du monde, une plateforme finit toujours par devenir le problème du problème qu'elle voulait résoudre. Tout simplement parce que pour pouvoir résoudre un problème, on doit pouvoir peser dans la balance. Et ça implique de devenir l'acteur dominant sur son marché et de le conquérir jusqu'au monopole, qu'il soit d'usage ou non. Et une fois qu'un acteur est devenu dominant, il a le pouvoir de changer les règles du jeu pour mieux lui convenir. Ce qui oblige ensuite la concurrence à s'aligner derrière et les utilisateurs, utilisatrices à subir des règles sur lesquelles il n'y a aucun contrôle ni levier et qui ne sont plus équitables ni en leur faveur. La version numérique de la France, tu l'aimes ou tu la quittes en somme. On l'a vu avec Facebook Meta pour les réseaux sociaux, coucou le reach. Et on l'a vu avec Spotify pour le streaming, coucou les nouvelles règles de monétisation.
Et si les booms autour du live stream et du Web3 musique ont été de trop courte durée pour voir émerger un mastodonte incontournable dans leurs secteurs respectifs, on voit le phénomène à l'œuvre à nouveau avec la bataille de start-up pour devenir votre logiciel de gestion préféré pour toutes vos campagnes de pub. C'est donc un éternel recommencement. Mais que faire quand on est artiste et que toutes ces plateformes promettent monts et merveilles à vie parce qu'elles aiment les artistes? Chacune les assurant que la leur est la plus à même de développer une solide relation direct-to-fan superbement monétisée. Eh bien, quel que soit son genre musical ou le stade de son projet, il faut se rappeler de quelques fondamentaux et j'en partage 10 ici. À savoir, 1. Vraiment connaître ses fans. Je ne parle pas de ses stats, mais de s'intéresser vraiment aux personnes qui s'intéressent à l'artiste et son projet et de vouloir établir un rapport sincère qui respecte aussi les limites de l'artiste, bien sûr. Deuxièmement, garder le contrôle en déterminant ses limites, justement, aussi bien sur les plans de la santé mentale que de la sécurité physique de l'artiste. 3. Commencer petit et privilégier une croissance organique à taille humaine de sa communauté. 4. Repenser ses objectifs en fonction de cette croissance organique, justement. Le réalisme plus l'humilité ou la modestie, c'est vraiment cool en vrai. 5. Ne pas perdre de vue qu'un outil n'est que cela. On ne lui doit rien s'il ne nous sert plus et il n'y a aucune culpabilité à avoir si on trouve un outil qui nous sert mieux. Il faut juste faire attention à l'effet Ikea. 6. Être au clair sur ce à quoi sert chaque outil ou réseau pour éviter la confusion, la communication doublon, une relation verticale à sens unique dont la superficialité et le manque de sincérité contribueront au désengagement des fans. 7. Mettre les outils gratuits au service de son projet pour le lancer, mais savoir repérer quand le rapport de force s'inverse et que notre dépendance nous a rendus vulnérables. Si on ne poste plus que sur un seul réseau et qu'on consulte ses stats tous les jours comme si notre vie en dépendait, c'est qu'il est temps de faire le point et de prendre de la hauteur, voire changer d'outil. 8. Garder à l'esprit l'importance d'interroger les biais très humains et nombreux des technologies dites gratuites, ainsi que le modèle économique des sociétés qui les partagent si généreusement avec nous. Vous connaissez le topo maintenant, si c'est gratuit, c'est vous le produit, etc. 9. Ne pas oublier que même si on a fait tout le travail de construction et d'animation de communauté, la loyauté des fans n'est jamais acquise, surtout si on a tout construit sur une plateforme gratuite ou autour d'une relation verticale. Le jour où l'on n'y est plus, pour quelque raison que ce soit, il est très probable que la majorité des fans choisissent la plateforme aux dépens de l'artiste. 10e et dernier conseil, la gratuité d'une plateforme, c'est le red flag de notre future dépendance. Alors que si on paye un abonnement mensuel ou annuel ou que la plateforme prend une commission sur les revenus générés, c'est mieux car les intérêts des deux parties sont alignés. D'autant que payer un service en tant que client ou cliente accorde des droits, contrairement aux simples utilisateurs/utilisatrices d'un service gratuit. Bon, je m'arrête là parce qu'arriver à maintenir tout ça dans la durée, c'est déjà très bien. Team Tortue, remember? Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Je ne vais pas parler de charcuterie italienne ce mois-ci, ni faire un décryptage des lois américaines, mais on va s'intéresser ensemble à la loi COPPA sur YouTube. COPPA est l'acronyme de Children's Online Privacy Protection Act. Cette loi américaine édictée en 1998 a pour but de garantir la sécurité des informations personnelles des enfants de moins de 13 ans sur Internet et leurs usages. Et quand vous mettez en ligne une vidéo sur YouTube, on vous demande systématiquement de faire un choix en vertu de son application. Choix qui peut s'avérer cornélien. Votre vidéo est-elle, oui ou non, conçue pour les enfants? Les réponses sont formulées de manière peu évidente, on vous l'accorde, et elles amènent souvent à des erreurs qui vont impacter directement votre visibilité. Voici la solution. Votre vidéo est conçue pour les enfants si vous avez pensé la vidéo pour qu'elle soit vue par des enfants. Typiquement, si vous mettez en ligne un dessin animé ou une reprise de comptine, il faut cliquer sur oui. Idem si votre vidéo s'adresse tout de même à un public d'enfants, même si ce n'est pas votre audience principale, car elle inclut, je cite, des acteurs, des personnages, des activités, des jeux, des chansons, des histoires ou d'autres éléments qui démontrent une intention de cibler un jeune public. Par exemple, les vidéos des prestations des candidats et des candidates de The Voice Kids rentrent dans cette catégorie. Votre vidéo n'est pas conçue pour les enfants,
et ça vaut donc pour toutes les autres vidéos. Alors oui, votre clip peut sûrement être visionné par des enfants, et tant mieux, mais ce n'est pas votre cible principale. Donc il faut cliquer sur non. Quel est le risque si vous vous trompez? Si vous avez cliqué sur oui, ma vidéo est conçue pour les enfants, certaines fonctionnalités disparaissent, comme les commentaires, l'ajout en playlist, les fiches et les écrans de fin, les boutons j'aime ou j'aime pas, l'utilisation du lecteur réduit, la lecture automatique sur la page d'accueil, la publicité, plus aucune possibilité de monétiser votre chaîne, ainsi que la recommandation de votre vidéo à de nouveaux publics. Par défaut, les contenus pour enfants ne sont pas poussés grâce à l'algorithme. Bref, il serait vraiment dommage de se priver de ces outils d'interaction et de mise en avant. Si vous souhaitez aller plus vite lors de la mise en ligne de vos vidéos, vous pouvez définir votre chaîne comme non conçue pour les enfants dans les paramètres de votre YouTube Studio. Et pour finir, quelques petits chiffres dans ma ressource complémentaire. Le saviez-vous, dans le top 5 des chaînes YouTube avec le plus d'abonnés au monde, on retrouve 3 chaînes de comptines pour enfants. Et la vidéo qui a le plus de vues sur YouTube est la chanson Baby Shark, avec 15 milliards de vues. Dernier chiffre qui laisse songeuse. En France, les enfants commencent à utiliser Internet de manière autonome à l'âge de 6 ans, en moyenne. Hello, c'est Inès. Pour ce nouveau décryptage, aujourd'hui, on va aborder la question « L'exclusivité devient-elle trop excluante ?» La digitalisation de la musique et l'essor du streaming ont offert aux artistes de nouvelles opportunités de visibilité, mais ont aussi intensifié la concurrence et rendu plus difficile la mobilisation d'un public de plus en plus sollicité, notamment sur les réseaux sociaux. Cette dynamique a poussé les artistes et leurs équipes à imaginer et à mettre en place de nouvelles stratégies de marketing direct to fan, souvent axées sur l'exclusivité. On a vu de super initiatives émerger, que ce soit pour permettre aux fans d'assister à des événements anciennement très cloisonnés ou d'avoir accès à des produits exclusifs. Dernièrement, les exemples de ce genre de propositions se multiplient. Gazo a offert un accès privilégié à une listing party pour son prochain album, uniquement via l'achat d'un pack premium disponible sur son site. Dinos a rendu une partie de son merch accessible grâce à un code obtenu après l'achat d'une place de concert. Ou encore SDM, qui a organisé un événement live privé en partie réservé aux personnes ayant précommandé le pack album plus place de concert. En contrepartie, ce modèle pousse souvent le public à faire le premier pas financier, que ce soit par l'achat de billets de concert ou de produits dérivés. Si cette approche offre un nouveau moyen de commercialisation et renforce l'engagement des fans, elle peut aussi marginaliser une partie du public, notamment dans le rap qui attire souvent les plus jeunes pour qui ces coûts peuvent représenter un obstacle. Malgré ça, certains artistes prennent conscience de ces problématiques. On peut donc reprendre l'exemple de Dinos qui, dans le cadre de la promotion de son prochain album, a pris des mesures pour rendre ses produits plus accessibles en proposant la majeure partie de son merch, CD, vinyle exclusif inclus, au prix fixe de 10€. Face à ces stratégies de plus en plus exclusives, on peut donc se poser la question, jusqu'où peut-on aller sans risquer de perdre le lien avec une audience qui aspire elle aussi à une forme d'accessibilité égalitaire. Hello, moi c'est Lila et bienvenue dans ma chronique dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de Jaya Rose, la perle du R&B français. Je connaissais déjà Jaya Rose grâce à son premier EP 1000mg qui est un véritable classique, mais je viens tout juste de découvrir son dernier album Star Magazine et je dois absolument vous le faire découvrir. Elle nous plonge dans son univers glamour avec un caractère fort et des mélodies envoûtantes. Sa force, c'est bien sûr sa voix, mais aussi son écriture et sa personnalité qui se ressent dans sa musique. J'arrive pas vraiment à lui trouver un point faible en fait. Ma track préférée, c'est Inoubliable. Une chanson pleine d'énergie qui vous fait vous sentir comme une star. Et d'ailleurs, je vous laisse, je crois que je vais aller la réécouter encore 500 fois. Mais avant, venez découvrir ma playlist R&B française en suivant le lien Spotify juste ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 1er du mois prochain pour la prochaine édition. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles. Vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière.